Une adaptation cinématographique du jeu Cyberpunk 2077 a été annoncée et c'est un immense espoir pour toute la communauté des acteurs épileptiques qui sont sûrs et certains d'être embauchés car un film Cyberpunk sans aucun bug, ça serait trahir l'œuvre originale. Et tout d'abord, un immense merci à tous puisque je vous parlais la semaine dernière de la cagnotte que j'ai ouverte sans leur demander car ils auraient refusé pour soutenir les copains artistes du Zarm Atelier après le cambriolage qu'ils ont subi de leurs outils de travail et pas que. Et il y a eu un sublime élan de générosité, on est déjà à plus de 2100 € et ce n'est pas terminé puisque je vous mets le lien vers la cagnotte dans la barre de description. Si vous pouvez participer, c'est super. Si vous pouvez au moins partager, faire participer tant que c'est pas sous la contrainte, eh bien c'est toujours ça de prix. Merci à tous. Je vous prouverai évidemment que l'argent a été transféré de mon compte à celui du Zarm Atelier. Je suis pas en train de chercher un appart à Dubaï. N'ayez crainte. Dans l'agenda aussi, plusieurs festivals qui arrivent. Le 21 octobre, je serai à Saint-Cana pour le Festival de l'Imaginaire, la 2e édition avec Bruno Bessadi, Sylvain Repos qui s'affronteront dans une battle de dessin. Je vous donnerai une conférence sur le multivers ainsi qu'un tout nouveau quiz. Et puis vous aurez aussi la semaine d'après la Japan au Pen Mirabeau, une conférence que je donnerai sur Batman avec un petit angle japonisant, un quiz, une battle de dessin. Bruno Bessadi sera là et puis après c'est le 11 et le 12 novembre Eurofestival à Marseille avec mon petit coin du comic, 4 invités, mais c'est digne d'une Comic-Con, comme on dit, puisque je suis très content de la stature internationale, du très lourd, et Bruno Bessadi sera là, et il s'opposera à, bon, on verra s'il tue des géants ou pas, mais en tout cas, il me tarde vraiment le 11 et le 12 novembre, et puis en attendant, ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 420e JT Comics, et c'est officiel, en ayant annoncé 3 fois sa retraite et en ayant menti 3 fois sur 3, Hayao Miyazaki devient le Michel Sardou japonais, qui lui aussi en est à au moins sa 3e tournée d'adieu. La seule différence, c'est que le génial Miyazaki, dans son prochain film, lui ne parlera pas du temps béni des colonies, elle va dire ça aux civils palestiniens et israéliens. Allez, contrairement à eux, nous évadons-nous, nous qui le pouvons, au moins vers les news de la semaine. Loki. Record absolu de démarrage pour la saison 2 de Loki qui comptabilise près de 11 millions de spectateurs en 3 jours à peine, et c'est pas étonnant puisque la saison 1 c'était déjà la détentrice du record d'audimat, de très loin devant la 2e meilleure série niveau audimat chez Disney+, Marvel, à savoir The Falcon and the Winter Soldier. Loki, c'est quand même la série qui a fait naître et qui permet de donner un cadre plus ou moins clair au concept du multivers appliqué au MCU. La définition du multivers, ça pourrait être que c'est un beau bordel, j'imagine que la science-fiction en aura une autre, mais je vous donne la mienne. Et il semblerait que la saison 2 continue d'affiner, de peaufiner ce chemin-là, et on sait très bien de toute façon qu'il mène vers les prochains Avengers et leur guerre multiverselle, mais vous ne me ferez pas croire que même avec le plus puissant des outils qui permet de lisser, d'harmoniser, d'unifier la continuité, eh bien il est impossible maintenant qu'ils sont sortis de la boîte de re-ranger Tobey Maguire en Peter Parker dans No Way Home, Andrew Garfield pareil, maintenant ils sont là, mine de rien, la métaphore des spaghettis dans The Flash, elle était extrêmement bonne. Alors qu'est-ce qui fait les raisons d'un tel succès pour la série Loki, outre le talent formidable de tous les acteurs qui sont impliqués, Tom Hiddleston, la classe à l'anglaise? Eh bien je pense aussi que c'est parce que cette série vient nous rappeler une période un petit peu plus simple, un petit peu plus chérie de tous les fans du MCU, la période des débuts, puisque Loki est quasiment là depuis le tout début, et que c'est lui qui précipite un petit peu Thanos sur la Terre en premier dans Avengers, c'est lui qui est toujours là et qui est notre petit personnage doudou. C'est le reflet d'une époque plus simple, plus contenue aussi peut-être, et je pense aussi qu'avec WandaVision, Loki fait partie des séries les plus audacieuses en termes d'écriture, qui n'hésitent pas à utiliser tout l'aspect métafictionnel pour venir nous le renvoyer et nous heurter de plein fouet. WandaVision, je vous le disais la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus, c'était pour parler de la télé et de Wanda. Là, avec Loki, c'est pour parler du temps et du rapport à notre existence, parce que peut-on faire quand même un dieu découvre qu'il n'est peut-être pas le meilleur, mais qu'il n'est peut-être qu'un des pions, lui et tous ses variants du temps, inéluctable, et de ceux qui le manipulent, sauf quand Sylvia décide à la fin de la saison 1 de renverser complètement le plateau et de prendre en main peut-être sa destinée, ou alors de tous nous condamner. On verra bien. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce démarrage de Loki et de pourquoi il a autant de succès dans les commentaires.
Aquadrama. Dans l'actu de nos comics portés à l'écran, attention, le flot de drama ne s'arrête jamais, méfions-nous de ne pas nous y noyer, mais souvenez-vous lorsque des fans de Johnny Depp payaient pour venir déclassifier des documents du procès qu'il opposait à son ex, Amber Heard, eh bien, Variety a mené l'enquête sur ces documents et au passage, on y apprend une petite information croustillante, celle selon laquelle Jason Momoa serait bien en négociation pour incarner Lobo, le personnage du mercenaire intergalactique super violent, super absurde, super fun de Giffen et Slifer de l'univers de DC Comics, soit pour un rôle dans le Superman Legacy, soit pour avoir son propre film sur le personnage. Pourquoi pas les deux? En tout cas, c'est ce qui pourrait lui faire abandonner le personnage d'Aquaman. Ça et peut-être les résultats au box-office. Bon, au passage, on apprend aussi que Amber Heard l'accuse d'être arrivé bourré sur le plateau, habillé en Johnny Depp. Pourquoi? Parce qu'il a des bagues, je ne sais pas, et qu'il aurait tout fait pour la faire virer, chose qui était déjà un petit peu dans la rumeur courait, et que c'est grâce à Elon Musk, l'ex d'Amber Heard, qu'elle n'a pas été virée, puisqu'il aurait écrit une lettre à la Warner, les menaçant de les atomiser si jamais elle ne faisait pas partie du casting de la suite d'Aquaman. Comme ils l'ont gardé, je pense qu'il a préféré aller massacrer Twitter, et quand on lui demande un commentaire directement, Jason Momoa fait comme sur cette couverture et enfile sa plus belle combinaison furtive tout en nous fuyant entre les doigts comme une petite anguille. De très bonnes nouvelles aussi sur le front des 4 fantastiques. L'acteur Matt Shakman déclare qu'apparemment c'est bon, le casting est terminé, et surtout ils essaient de trouver une nouvelle façon de raconter des histoires et de nouveaux procédés cinématographiques pour venir coller à merveille avec le propos de l'œuvre. Et il déclare que si les planches de Jack Kirby, de John Byrne fonctionnent à merveille dans les comics, eh bien c'est un petit peu plus compliqué des fois de les faire fonctionner à l'écran. Donc déjà il cite les bons, et là les bons dilemmes. L'autre dilemme c'est de venir doser la mesure de fantaisie et la mesure de science, et ça il se pose exactement toutes les bonnes questions. Bon courage à lui, et puis on espère que si il est en galère, qu'il se souvienne qu'on a déjà un Mister Fantastique qui fonctionne. Les séries Daredevil, Born Again et Ironheart seraient bien décalées définitivement à 2025, c'est l'une des conséquences de la grève des scénaristes, la grève des acteurs qui a gelé une partie de la production. Mais la bonne nouvelle c'est que l'actrice qui incarnait Vanessa Fisk reviendra pour la série Disney, et surtout que Sacha Baron Cohen est bien confirmé dans Ironheart. Il incarnera l'homme mystère, mais mystère avec un M majuscule comme Mephisto. Bon, apparemment c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures confitures, si on en croit le réalisateur du prochain Across the Spider-Verse, qui nous explique que le film est inspiré en partie de Anou 4, un film, je savais pas du tout de quoi ça parlait, je sais juste qu'il n'a pas été écrit par un juge aux affaires familiales, étant donné que ce sont deux jumelles qui ont chacune été élevées par des parents sans avoir connaissance de l'existence l'une de l'autre, qui vont finir par se retrouver en colo et fomenter un plan pour que leurs parents se remettent ensemble, notamment en échangeant leur place. Les parents ils sont séparés des enfants comme si c'était une petite portée de chat. Bon, en attendant, ça vient présager du fait que les deux Miles qu'on voit à la fin du dernier film devraient peut-être travailler ensemble au lieu d'être ennemis, mais vers quel but on verra. Et puis il nous dit aussi que ça a été inspiré en partie avant ça du roman Le Prince et le Pauvre de 1882, dans lequel deux enfants qui se ressemblent, un prince qui en a marre un petit peu des protocoles royaux et un pauvre qui lui en a marre de son père violent et alcoolique, ce qui pour le prince est un père cool, eh bien vont échanger leur place, sauf qu'entre temps il y a des machinations pour venir tuer le prince, mais c'est pas le bon prince. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça sent fort l'échange, cette affaire, un petit peu comme les soirées de Patrick Sébastien de la grande époque. Et puis alors attention, mon lobbyiste comics préféré James Gunn a dévoilé toutes les couvertures de comics qui l'ont inspiré pendant la rédaction du script du scénario de Superman Legacy. Je sais pas si le contenu l'a inspiré aussi. En attendant, il y a beaucoup de Lois, il y a beaucoup de Supergirl, il y a même du Crypto. Alors pas la monnaie, le chien, sur lequel je préfère quant à moi miser. Il me tarde vraiment ce Superman Legacy. Marteau. Selon le duc de Sully, labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la France. Et bien voici les deux mamelles de l'Amérique. L'infâme dessin de Rob Liefeld, qui est très inspiré d'une référence photo d'Arnold Schwarzenegger, sauf qu'elle est un petit peu modifiée et que comme il n'a pas compris, saisi les principes d'anatomie de base, et bien ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça servait de promo pour Heroes Reborn et ça va être mis l'original aux enchères sur Heritage Auction pour une grande vente qui courra du 16 au 19 novembre prochain. Et là, en plus des mamelles, il va falloir avoir les reins solides, puisque la dernière fois qu'une
page du New Mutants 98, la première apparition de Deadpool par Liefeld, s'est vendue aux enchères. Elle a été adjugée à plus de 51 000 $. Et en plus, en ce moment, les cartoons, les dessins le vent en poupe, comme ce dessin de presse de Peter Steiner, le fameux dessin du chien qui dit sur internet personne ne sait que t'es un chien, qui a été vendu plus de 150, un record, 175 000 $, et on sait d'emblée que c'est pas Norman qui a enchéri. D'ailleurs, cette vente aux enchères comporte aussi l'infâme couverture par Frank Miller du Comics Interview numéro 31. C'est l'une des toutes premières apparitions de son Dark Knight et de Carrie Kelly. La toute première apparition de Carrie Kelly, c'est sorti avant le premier chapitre, c'est de la promo évidemment. Infâme pourquoi? Parce que Miller disait qu'elle avait été volée par les propriétaires du journal. Les ayants droit, les héritiers disaient que c'était un cadeau. Lui contestait. La dispute a forcément dû être réglée si la couverture est vendue aux enchères. Il me tarde de voir le prix. Il y a aussi du Bill Watterson, du Karl Barks, du Romita, du Jim Lee, du Jack Kirby et du Joe Sinnott. Une superbe vente aux enchères. Agent sacré. Imaginez un petit peu Joe Starr qui se verrait offrir le poste de présentateur et producteur de Touche pas à mon poste. C'est ce qui vient d'arriver à Garth Ennis qui, après avoir merveilleusement bien, avec le talent qu'on lui connaît, ridiculisé le personnage dans Jimmy's Bastard et la suite, se voit offrir le poste de scénariste officiel de la prochaine série James Bond, qui sera donc dessinée par Rafa Lobosco et qui sera adaptée des nouvelles de Ian Fleming, que Ennis trouve beaucoup plus intéressante. Le personnage est beaucoup plus noir et vit dans un monde plus intéressant à son goût que dans les films. Et donc ça commence par un récit qui sent bon la guerre froide, avec une arme à la fois indolore, à la fois indétectable, mais très très mortel, qui s'échappe apparemment d'un labo, et ils envoient le 00 enquêter. Ça va le mener à découvrir des secrets qui vont même toucher l'agence britannique d'espionnage, la MI6. Il me tarde vraiment de lire ça, c'est un grand oui. Après avoir revisité le personnage de Batman dans The White Knight, un univers dans lequel il ne reviendra pas avant quelques années selon l'auteur, Sean Murphy a lancé sa campagne de financement participatif pour revisiter l'univers de Zorro, un univers sur lequel il a acheté lui-même les droits sur le personnage, et donc il en est déjà à 185 000 € de récoltés pour environ 40 000 € de demandés. C'est l'histoire d'un jeune garçon dans notre époque contemporaine qui a perdu ses parents de façon tragique. Il est traumatisé et il s'entraîne et il fait tout pour être Zorro. Et alors qu'on pourrait croire qu'il est leur meilleur client, son ennemi, ce sont les narcotrafiquants. Il leur livre une véritable guerre. Le S de Schnouf contre le Z de Zorro, et Sean Murphy qui se protège déjà des critiques d'appropriation culturelle en disant haut et fort: je suis ravi que des artistes d'origine hispanique comme Joe Quesada et Chris Bachalo me fassent des couvertures. En gros, il a leur approbation. Il était à deux doigts de faire signer la préface à Antonio Banderas. Il me tarde en tout cas de lire ça et de lire aussi ce que nous préparent Pere Perez et Torun Grunbeck pour leur Carnage, qui est passé d'être déconseillé fortement au moins de 13 ans à déconseillé fortement au moins de 15 ans. Est-ce qu'ils vont prendre le titre Carnage au pied de la lettre, non pas que ça soit l'histoire illustrée du mariage de ma pauvre sœur, mais il faut se rappeler quand même que Carnage, c'est l'un des plus vicieux normalement de l'univers Marvel. Le premier truc qu'il fait en sortant de prison, c'est qu'il va tuer un mec simplement parce que son nom est marrant sur le bottin. Lisez cette semaine, je me suis régalé. Je vous recommande de sauter sur cet ouvrage, Les Guerres de Lucas de Laurent Oppmann, Renaud Roche aux éditions De Man. Ça raconte la guerre de l'art de George Lucas pour faire son tout premier Star Wars. C'est très très bien dessiné, c'est un storyboarder, donc il va droit au but, ça va à l'essentiel, c'est épuré, c'est génial, c'est très bien raconté, parce qu'on a beau connaître l'histoire, on sait très bien que Star Wars est sorti, on vit quand même le suspense dans ce livre que je n'ai pas lâché quasiment. Et donc je ne suis pas assez fan de Star Wars pour connaître moi tous les détails. J'ai appris plein de choses, mais je pense que même les fans aimeront ça. Je pense clairement que c'est la sortie de la fin de l'année et que ça, sous le sapin de tous les papas, les tontons, les fistons, les fans de Star Wars, ça va cartonner. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires sur YouTube où j'essaie de répondre à chacun d'entre vous. Je vous lis tous, ça c'est sûr. Sur les réseaux sociaux également, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis plus de 8 ans maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. À Lyon, un pizzaiolo bat le record du monde avec 1001 fromages sur sa pizza. Mon beau-frère, c'est le double de fromage recensé, mais sur son chibou. Il est fort.